Jean-Marie Djibaou et Yewene assassinés en Nouvelle-Calédonie, tués par des extrémistes kanaks qui ont voulu remettre en cause la paix dans le territoire. Le gouvernement poursuivra l'œuvre de réconciliation, c'est ce qu'a déclaré Michel Rocard après une réunion d'urgence du gouvernement. Louis Lepinsec s'envole ce soir pour Nouméa. Atlantis en panne, nouveau retard pour la navette américaine, mauvaise météo. L'objectif, c'est l'envoi d'une sonde vers Vénus. Yasser Arafat a quitté Paris ce matin. Son avancée diplomatique est très critiquée par certains Palestiniens. Bonsoir. On pensait la paix revenue en Nouvelle-Calédonie, on espérait qu'elle était installée pour longtemps. Il a suffi d'un geste de violence et de haine pour peut-être tout faire basculer de nouveau. Jean-Marie Djibaou, le leader indépendantiste, et son lieutenant Yewene ont été assassinés tous les deux la nuit dernière à Ouvéa. Ce sont des extrémistes kanaks qui les ont abattus. Un drame pour la Nouvelle-Calédonie car Jean-Marie Djibaou, qui avait signé les accords de Matignon avec Jacques Lafleur, était un symbole et le garant de ces accords de paix. Mais tout de suite, revoyons les faits. Hervé Brusini. Il n'y a que le silence, les pleurs. Le corps de Jean-Marie Djibaou est rapatrié à l'aéroport de Nouméa. Le président du FLNKS a été tué sur le coup. Son fidèle compagnon Yewene le suit. Le numéro 2 du FLNKS a été touché le premier. C'est après un long coma qu'il a succombé. Léopold Joredier, le numéro 3 du front, est effondré. Il sait qu'à présent, tout peut être mis en question. Et puis, c'est un début d'émeute. Les partisans de Djibaou tentent de lyncher les assaillants blessés qu'on a rapatriés en même temps que leurs victimes. L'un d'eux est mort. C'est au bout de cette route que l'attentat a eu lieu, au-delà de ces barrages qui font de Gossana et Wadrilla sur l'île d'Ouvéa un camp retranché. Ici vivent les radicaux de la lutte indépendantiste. Hier, on s'apprêtait à commémorer le premier anniversaire de l'attaque de la grotte, quand deux hommes ont sorti 2 pistolets automatiques, fusillade avec les gardes du corps, et sont mortellement blessés. Jean-Marie Djibaou, le président du FLNKS, et son principal adjoint, Yewene. Léopold Joredier, le numéro 3 du parti kanak, lui, en est sorti indemne. Il y a 6 mois, nous avions rencontré l'un des deux assassins, un pasteur devenu extrémiste. Djoubeli-Wella, c'est son nom. Il affichait une implacable résolution. Écoutez-le. Djibaou est responsable de tout ce qui va se passer et à partir de maintenant... Qu'est-ce qui va se passer? Ce que je sais, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une troisième phase. Et la troisième phase va se passer, pourquoi pas demain? Les armes utilisées par Djoubeli-Wella et son complice, Oscar Tangopi, provenaient de l'attaque contre cette gendarmerie de Fayaoué, il y a un an. Après l'assaut donné sur la grotte de Gossana, Djoubeli avait été emprisonné puis libéré, faute de charge dans son dossier. Ce soir, le haut-commissaire du territoire a lancé un appel au calme. Je souhaite que chacun, dans ces heures sombres, reste calme et s'associe au deuil qui frappe les épouses, les enfants, les parents et les amis de Jean-Marie Djibaou et de Yewene et de tous les hommes et de toutes les femmes de ce territoire épris de paix et de justice. Le 23 novembre dernier, tout le monde était réuni à l'endroit même où vient d'avoir lieu l'attentat. Djibaou, Yewene, mais aussi les extrémistes qui viennent de les assassiner, tous pleuraient, les 19 kanaks de la grotte de Gossana. Aujourd'hui, les dissensions internes au front indépendantiste ont brisé cette union. La mort, à nouveau, a frappé Ouvéa. François Mitterrand a dit que tous les hommes de bonne volonté se sentaient personnellement frappés par la mort de Jean-Marie Djibaou. Tout à l'heure, Michel Rocard a déclaré que le gouvernement entendait poursuivre l'œuvre de réconciliation en Nouvelle-Calédonie. C'était à l'issue d'une réunion d'urgence du gouvernement. Le Premier ministre a aussi annoncé que son ministre des Dom-Tom, Louis Lepinsec, s'envolait tout de suite pour Nouméa. La communauté kanak perd un leader généreux. La Nouvelle-Calédonie, un homme de réconciliation. Et moi, un ami. Yewene, son compagnon de longue date, est mort aussi, assassiné en même temps. Tous deux étaient des hommes de courage et de responsabilité. Le sang avait cessé de couler en Nouvelle-Calédonie depuis bientôt un an.
On le devait largement à Jacques Lafleur et à Jean-Marie Tjibaou, dont la ténacité au service de la paix pendant ces 11 mois avait été sans faille. Et quels que soient les rêves criminels de ceux pour qui les armes et la mort doivent toujours avoir le dernier mot, je sais que la réconciliation se faisait jour en Nouvelle-Calédonie. Et je sais aussi que la volonté de Jean-Marie Tjibaou était que cela continue, que cela se renforce. À Madame Tjibaou, à Madame Yewene, à leurs enfants, à la communauté kanak, à la Calédonie tout entière, je veux dire mon émotion. Le gouvernement, pour sa part, dans le respect de la mémoire de Jean-Marie Tjibaou, entend poursuivre l'œuvre de réconciliation et de justice à laquelle Jean-Marie Tjibaou a justement personnellement tellement contribué. Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur, deux noms, deux symboles de la réconciliation entre deux communautés. En abattant Tjibaou et son numéro 2, Yewene, les leaders, qui étaient leaders historiques des indépendantistes, les extrémistes savaient bien qu'ils pouvaient remettre le feu aux poudres. Car l'avenir politique du territoire est toujours fragile. Pascal Guimier, Roland Sicard. Jean-Marie Tjibaou et Yewene ne fêteront pas le premier anniversaire des accords de Matignon. C'était il y a presque un an, le 26 juin 88. Pour la première fois, à Paris, Kanaks et Caldoches s'assoient à la même table. Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur ne s'étaient pas parlé depuis 5 ans. On n'osait plus y croire, la paix civile était rétablie en Nouvelle-Calédonie. Il aura fallu pour cela des années d'incompréhension mutuelle, de haine, de sang et de violence. 1984, l'explosion, la revendication indépendantiste passera par les armes et non pas par les urnes. Le FLNKS boycotte les élections régionales de novembre. Ce sont alors les tribus contre Nouméa-la-Blanche, les Kanaks contre les Broussards, les fermes qui brûlent, les routes coupées et puis les morts. Décembre 84, fusillade de Yengen, 10 militants Kanaks tués dans une embuscade, parmi eux 2 frères de Jean-Marie Tjibaou. Janvier 85, Yves Tual, fils de fermier blanc, est assassiné par des Kanaks. Quelques jours plus tard, c'est Éloi Machoro, le chef de guerre, qui est abattu par les gendarmes du GIGN. L'état d'urgence est proclamé. C'est alors que Jean-Marie Tjibaou s'impose comme chef de file d'un mouvement indépendantiste divisé. Fils de chef coutumier, ancien séminariste, Tjibaou maîtrise la science de la palabre, tout comme l'art du dialogue. Sous la case, sur le perron de l'Élysée ou bien à la tribune de l'ONU, c'est lui qui défend une ligne plus modérée, au risque de se couper de l'aile la plus dure du FLNKS. Levée des barrages, participation aux élections, les indépendantistes commencent de jouer le jeu et enlèvent 3 régions sur 4, mais le calme dans l'île reste précaire. 2 ans plus tard, en septembre 87, référendum d'autodétermination. Pour Jean-Marie Tjibaou, seuls les Kanaks devraient pouvoir voter. C'est à nouveau le blocage. Le ton monte entre le FLNKS et le gouvernement Chirac. Paradoxalement, il faudra la tuerie d'Ouvéa pour que le dialogue reprenne, cette fois avec Michel Rocard. Réconciliation, référendum, Tjibaou et Yewene pouvaient croire à la paix retrouvée. Une paix qui supposait que chacun pardonne. Une paix que certains ont toujours refusée. Une paix aujourd'hui compromise, à Ouvéa même, 1 an, jour pour jour, après l'assaut de la grotte de Gossana. Et c'est effectivement sur l'île d'Ouvéa que l'attentat a eu lieu, à l'occasion des cérémonies de commémoration de l'attaque de la grotte d'Ouvéa par les forces militaires. Rappelez-vous, c'était il y a 1 an juste, un affrontement meurtrier et aussi une date historique pour la Nouvelle-Calédonie. Rémi Roche. 22 avril 1988, un commando d'indépendantistes mélanésiens attaque le poste de gendarmerie de Fayaoué. 4 gendarmes sont tués, 27 autres pris en otage et sont transférés dans une grotte. 5 mai, alors que des négociations durent depuis 12 jours, l'assaut est donné contre la grotte par plusieurs groupes d'élite de l'armée. Les otages sont libérés, mais l'opération baptisée Victor se solde par la mort de 2 militaires et de 19 indépendantistes. Les conditions de l'assaut et surtout le traitement infligé à certains blessés mélanésiens sont mis en cause. Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense, dira, au vu d'une enquête de commandement, que des actes contraires à l'honneur militaire et des négligences ont été commis. 26 Kanaks, présumés responsables de la prise d'otages, sont arrêtés et transférés en métropole. Ils seront remis en liberté en novembre 88, au lendemain du référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, et devraient bénéficier de l'amnistie prévue par le texte référendaire.
Après le double assassinat, les premières réactions des Calédoniens, celle du représentant du FLNKS à Paris, M. Ouassissi, il est aussi le cousin de Yewene. Écoutez son émotion. C'est très dur à avaler pour nous et que c'est sûr qu'on va traverser des périodes très dures. Et d'ici 10 ans, il va falloir gérer la situation sur place. C'est sûr que maintenant, trouver la personne qui soit un peu le reflet de toute la pensée indépendantiste, c'est quelque chose qu'il faut trouver. Est-ce que les accords de Matignon ne risquent pas d'être mis en cause? Logiquement, non, parce que c'est le FLNKS qui les a signés avec ses différentes composantes. Les réactions en métropole maintenant, elles ont été immédiates et quasiment unanimes. Tous les hommes politiques français, même ceux qui ont été ses ennemis, disent leur émotion ce soir après la mort de Jean-Marie Djibaou. Seule fausse note, celle de Jean-Marie Le Pen. Adepte du terrorisme, M. Djibaou est mort du terrorisme, a dit le leader du Front National. Écoutons maintenant d'autres réactions, à commencer par celle de Bernard Ponce. J'avais de l'estime pour M. Djibaou parce que c'était un homme qui était fidèle à ses convictions. Je lui reprochais d'avoir été à l'origine de la violence sur le territoire. J'avais dialogué avec lui pendant très longtemps, pendant plus d'1 an. J'avais été frappé par la vigueur de ses convictions, mais j'avais été aussi frappé par son obstination. Et j'ai été très heureux lorsque j'ai vu qu'après les événements dramatiques qu'a connus la Nouvelle-Calédonie, il avait compris que de la violence ne pouvait pas sortir une solution pour le territoire et qu'il avait compris qu'il fallait faire la paix. Mais malheureusement, comme il avait été à l'origine de la violence, il n'a pas pu faire comprendre cela à ses éléments les plus extrémistes. On a dit de lui que c'était un homme d'État, c'était un homme d'État. Mais au-delà, c'était d'abord un homme. Respectueux des autres, un homme d'une grande dignité, un homme mesuré, intelligent, un homme qui parlait de sa terre dans des termes qui étaient ceux de la poésie. C'était un homme extraordinaire, exceptionnel. Et je ne dis pas cela en raison des circonstances, c'était comme cela. Et c'est comme ça qu'il était ressenti là-bas. Voilà, et Roger Leray, que vous venez d'entendre, était l'un des membres de la première mission envoyée dans le territoire par le gouvernement. La Nouvelle-Calédonie dans l'angoisse maintenant. Alors, Gilles Leclerc, est-ce que le processus en cours, le processus de paix, risque d'être mis en cause par ce double attentat? Il y avait et il y a encore un processus déjà entamé. Il n'y a aucune raison, au contraire, ce soir, pour que le gouvernement s'arrête en chemin, d'autant qu'en dépit des événements, il y a la loi et le référendum d'il y a 6 mois. Alors, où en était la Nouvelle-Calédonie? C'est vrai qu'après l'euphorie des accords de juin 88 et après le référendum de novembre dernier, on était passé à la mise en œuvre. Une mise en œuvre longue, pas toujours facile, due souvent aux lenteurs de l'administration et aux réticences justement des extrémistes. De la bouche même de Louis Lepinsec, ministre chargé des DOM-TOM, le climat aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie était qualifié de morose. Car si le gouvernement avait déjà pris plusieurs dizaines de mesures économiques, sociales, elles ne se traduisaient pas encore d'une façon spectaculaire sur le terrain. Rappelons aussi que des élections régionales devaient et doivent se dérouler en juin prochain. Il n'est donc pas question pour le gouvernement de remettre en cause les accords. Le ministre Louis Lepinsec, qui vient de partir, y veillera sur le terrain. Il n'empêche ce soir que la communauté mélanésienne vit un drame, mais au-delà, c'est la communauté néo-calédonienne tout entière qui est touchée. L'assassinat de Jean-Marie Djibaou fait disparaître tragiquement un des piliers d'un équilibre déjà fragile et laisse la place à l'inquiétude, y compris même au sein du gouvernement. Car la question ce soir, Gilles, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un du côté des indépendantistes, du côté du FLNKS, qui pourrait prendre la succession de Jean-Marie Djibaou? Vous savez, c'est toujours, ou souvent toujours dans l'action que se révèlent les hommes politiques qui ont ce plus qui font d'eux de véritables leaders politiques. Sans Marie Djibaou, les accords Matignon n'auraient sans doute pas été conclus à ce moment-là. Fin politique, stratège, doté d'un vrai charisme auprès d'une majorité d'indépendantistes, Jean-Marie Djibaou incarnait le FLNKS. Son mouvement, l'Union calédonienne, était du reste largement majoritaire. Même contesté par son aile gauche, il avait su expliquer et convaincre, au moins pour un temps. Il faudra maintenant, c'est vrai, que se dégage un successeur. Il est impossible ce soir de dire qui
prendra vraiment la relève, même si des noms sont avancés, on parle de Léopold de Jorédier, on n'ignore pas à Matignon que les extrémistes continueront d'exister, avec tout de même cet espoir que ce drame puisse marginaliser les extrêmes et donner justement un coup de fouet au processus déjà engagé. Merci Gilles, voilà ce qu'on pouvait dire donc ce soir sur ce drame, le double assassinat de Jean-Marie Djibaou et de Yewéné en Nouvelle-Calédonie. Le reste de l'actualité maintenant avec les nombreuses réactions après la mort de Cheikh Abbas, le grand recteur de la mosquée de Paris. Le chef des musulmans de France a eu un malaise cardiaque hier soir lors de sa rencontre avec Yasser Arafat à l'hôtel Crillon. Sa disparition provoque une grande émotion dans la communauté musulmane. Anne Gainsburger. Cette rencontre avec Yasser Arafat, Cheikh Abbas l'avait toujours espéré. Il est mort quelques minutes plus tard sur le lit du leader palestinien terrassé par une crise cardiaque. Ils sont venus par milliers cet après-midi à la mosquée de Paris, le peuple des musulmans de France venu prier et rendre un dernier hommage au maître spirituel. Cheikh Abbas, nommé en 82 un progressiste qui, à travers sa mission de grand recteur de la mosquée, s'était imposé comme l'homme du dialogue. Et s'il n'a pas toujours fait l'unanimité, Cheikh Abbas était avant tout respecté pour son esprit de tolérance. C'est un gars qui parle toute la vérité, c'est un gars qui fait la paix pour tout le monde, pour tous les musulmans. C'est ça qu'on a perdu un grand homme. Soit musulman, chrétien, orthodoxe, ou juif, ou chiite. Et c'est fini la guerre. Il est mort dans le fin de carême, la journée de la révélation du Coran, tout. Et tout ça. Et tous on souhaite mourir comme ça. Symbole, Cheikh Abbas s'est éteint la nuit du destin dans la tradition islamique. Demain, on emportera son corps vers Alger où il sera inhumé. Chemin difficile pour Yasser Arafat après sa visite à Paris. Déjà des menaces très sérieuses d'extrémistes palestiniens ont été proférées envers le chef de l'OLP. M. Arafat a quitté ce matin Paris pour Tunis au terme d'une visite officielle de 48 heures. Une visite au cours de laquelle il a déclaré caduque la charte de l'OLP. Et ce simple mot provoque de très nombreuses réactions chez les Palestiniens eux-mêmes, qui ne sont pas tous d'accord, loin s'en faut. 8 organisations palestiniennes ont critiqué les déclarations de M. Arafat. Il a même été condamné à mort par le FPLP, commandement général d'Ahmed Djibril, l'une des tendances les plus extrémistes des Palestiniens. En revanche, le FDLP de M. Awatmeh a soutenu implicitement Yasser Arafat, c'est un soutien de poids. Au-delà des états-majors, comment réagit-on sur le terrain? Eh bien, Charles Anderlin s'est rendu en Cisjordanie à la rencontre des Palestiniens. Centre musical et théâtral, Al-Hakawati, le conteur, est la principale maison de la culture de Jérusalem-Est. Mostafa El-Kourd écrit des chants très politisés, avec pour thème la terre palestinienne et la lutte contre l'oppression. Hier, à Paris, Yasser Arafat a employé un langage que le monde comprend. C'est un pas très important dans la bonne direction. Un avis que semble partager la majorité des Palestiniens des territoires. Ce qu'a dit Arafat reflète l'esprit du peuple palestinien. Puisque nous avons décidé que nous voulons un État palestinien aux côtés d'Israël, il faut, pour progresser vers la paix, changer notre politique, et Yasser Arafat a raison. Sur scène, Ibrahim, un jeune acteur, répète un rôle sous la direction de Yacoub. Nous ne sommes pas pour l'annulation de la charte palestinienne actuellement. Il faudrait d'abord que nous obtenions nos droits. Un État palestinien indépendant, un gouvernement, après seulement nous pourrions renoncer à la charte. Et hors micro, quelques jeunes Palestiniens nous ont dit que ce qui peut être caduc à Paris ne l'est pas en Palestine. La prochaine pièce qui sera à l'affiche de ce théâtre s'appellera Le Pessimiste. Margaret Thatcher, 10 ans de pouvoir, c'est en effet le 4 mai 1979 que Maggie devenait Premier ministre. C'est presque un record de longévité politique en Grande-Bretagne. Quoi qu'il arrive, Mme Thatcher aura marqué l'évolution de son pays par son autorité. Résultat, une économie un peu redressée, mais aussi des inégalités plus flagrantes que jamais. Philippe Arroir. Ça, c'est Margaret Thatcher. Du caractère, de l'énergie, du courage.
Avec elle, la Grande-Bretagne a une voix, on l'entend, on l'écoute. C'est vraiment le meilleur homme du pays. Je suis convaincu que les Britanniques n'aiment pas Madame Thatcher, de même qu'elle n'aime pas les Britanniques. On la déçoit toujours. Mais elle est admirée à cause de son fort leadership. Admirée lorsqu'en 1982, elle part en guerre contre l'envahisseur argentin au Malouines, un morceau de terre britannique au bout du monde. Admirée lorsqu'en 1984, elle échappe de peu à un attentat à Brighton, sans perdre une seconde le contrôle d'elle-même. Mais Margaret Thatcher a connu aussi une forte impopularité. Son credo économique, c'est l'ascension du capitalisme pur, ce qui suppose que l'on extirpe les racines du socialisme. Sa façon brutale de régler certains problèmes, comme la grève des mineurs en 1984, choque. Avec elle, le fossé s'est agrandi entre l'Angleterre riche et l'Angleterre pauvre, d'où les émeutes dans certaines villes dans les années 80. Avertissement. Et pourtant, elle dure. Elle adore son travail. Elle a l'opinion la plus immodeste d'elle-même et de son propre talent. Elle a souvent dit qu'elle ne partirait que si elle trouvait un remplaçant de son calibre à son image. Et il n'y en a pas. À 63 ans donc, pas de retraite anticipée. Nouvelle manifestation monstre à Pékin, en Chine. 300 000 personnes sur la place Tiananmen. Slogans et bannières en faveur de la démocratie, comme d'habitude. Le scénario était tout à fait identique à celui de la semaine dernière. La répétition de ces démonstrations de force laisse les autorités impuissantes. La place Tiananmen submergée, les forces de l'ordre débordées. Une nouvelle fois, les étudiants chinois ont fait la démonstration de leur force et de leur détermination. Pendant plus de 12 heures, les manifestants ont parcouru les rues de Pékin. La manifestation s'est cependant déroulée dans une atmosphère bon enfant. La foule, massée sur les trottoirs, applaudissait les étudiants et acclamait plus particulièrement les banderoles réclamant la démocratie et la liberté d'expression. Comme la semaine dernière, l'affrontement a été évité. Les étudiants disposent d'un service d'ordre remarquablement organisé. Les forces de l'ordre, mains nues, ont plié chaque fois que la pression des manifestants l'exigeait. Le succès de cette manifestation, 200 à 300 000 personnes selon les observateurs, est un camouflet pour le pouvoir. Mais le gouvernement s'est donné une image d'ouverture en laissant se dérouler dans le calme une manifestation interdite et il refuse toujours d'engager de nouvelles négociations avec les étudiants. Voyons maintenant d'autres informations internationales de ce jeudi de l'Ascension, en images, en bref et en couleur, avec Éric Perrin. Découverte au Danemark d'une importante cache d'armes appartenant au Front populaire de libération de la Palestine. La police a trouvé un véritable arsenal, 26 roquettes anti-chars, 100 kg de plastique, des mines, des grenades, des mitraillettes. Cette découverte s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur une série de hold-up qui servait à alimenter les caisses du mouvement palestinien. « 25 blessés en Turquie à l'occasion des mouvements d'étudiants qui protestaient contre l'attitude de la police lors du 1er mai. Celle-ci avait ouvert le feu sur les manifestants, tuant un jeune ouvrier de 18 ans. 500 personnes ont déjà été arrêtées pour avoir célébré la fête du travail, ce qui est interdit en Turquie depuis 1977. Malawi, dernière étape en Afrique australe pour le souverain pontife. Le pape avait quitté ce matin la Zambie après avoir adressé un message d'espoir aux malades atteints du sida. Le Malawi, qui compte parmi les pays africains les plus touchés par le sida, a réservé un accueil extrêmement chaleureux à Jean-Paul II. Les droits de l'homme en Afrique, eh bien ce sera ce soir dans l'émission Résistance présentée par Noël Mamère à 22h45, aussitôt après le film avec Delon, Le Battant. Des droits de l'homme bien difficiles à faire respecter dans certains de ces pays. Parfois, cependant, les limites de l'horreur sont largement dépassées. Exemple, l'attitude des forces sud-africaines en Namibie. Un pays qu'ils ont pourtant officiellement quitté depuis le 1er avril. C'était la dernière colonie d'Afrique. Mais après 70 ans d'occupation sud-africaine, les militaires d'Afrique du Sud n'ont pas renoncé à liquider leurs anciens ennemis. Voici un extrait de ce reportage clandestin de Dan Loustalo. Ces images sont terrifiantes. À la frontière entre la Namibie et l'Angola, une colonne file dans le désert puis à travers le bush. Les véhicules blindés ultra rapides de fabrication sud-africaine portent un nom célèbre en Namibie, les Caspir. Qui dit Caspir dit chasse à l'homme. Les Namibiens les appellent les cercueils à roulettes. Les Sud-Africains accrochent sur la carrosserie les cadavres des guerrieros de la SWAPO, le mouvement indépendantiste.
L'officier sud-africain ne sait pas qu'il est filmé. On cherche des traces, les traces de pieds des terroristes. Et si vous trouvez des terroristes, vous faites des prisonniers? Des prisonniers, oui. Mais des prisonniers morts. Dans les forces de sécurité, les cadres sont sud-africains, les soldats sont namibiens. À l'approche de la caméra, les Namibiens mettent les cagoules, celles qu'ils portent lors des attaques dans les villages par peur des représailles. Les corps des guerrilleros tués dans le bush ont été transportés jusqu'à la township, la ville noire. Les fosses dans lesquelles sont déversés les corps des maquisards ont été creusées la veille devant les enfants des écoles. Façon sud-africaine de dire à la population namibienne: vous allez être indépendants, mais nous sommes toujours là. Difficile de passer à un autre sujet après cela, mais l'actualité est ainsi faite. Retour en France donc avec Versailles qui célèbre le bicentenaire de la Révolution. Des milliers de spectateurs pour une reconstitution historique et minutieuse, celle de l'ouverture des États généraux dans les rues de Versailles. Cette fois, la foule n'a pas acclamé les députés comme il y a 200 ans. Dominique Verdeillan. Même Louis XIV n'aurait pas raté cela pour un royaume. Observer son descendant, tantôt applaudi, tantôt conspué par le peuple de Versailles de 1989. Un Louis XVI à la tête d'un cortège de 2000 personnes, en grande partie les 1139 députés du tiers-état, du clergé et de la noblesse. Une procession solennelle du Saint-Sacrement dans laquelle sont restés anonymes Robespierre, Mirabeau, Talleyrand et le fameux docteur Guillotin. Seul fut remarqué le général Lafayette, peut-être parce que réincarné par son biographe romantique. Moi, je préfère être dans l'histoire directement avec mes compagnons que dans la tribune officielle. Une tribune officielle où pourtant la République saluait la royauté en la personne du comte de Paris. À Versailles, on avait conscience que la Révolution française sonnait les 3 coups. C'était une chose très importante, parce que c'est quand même, bon, c'est la base de la liberté pour tout un chacun. Une reconstitution historique préparée dans les moindres détails. Aujourd'hui, rien n'était d'époque, mais un soin particulier avait été donné aux costumes et aux carrosses conduits par des professionnels du cinéma. Nous, la Révolution, on est dedans depuis presque un an. On est investi à l'intérieur. Mais pourtant, aujourd'hui, vous allez avoir le roi et la reine, pour ainsi dire, dans l'un de vos carrosses. On l'a tous les jours. Reconstitution fidèle pour un événement que certains historiens qualifient de journée d'union nationale. J'ai eu l'impression depuis 6 mois que je travaille à cette reconstitution, j'ai eu l'impression de vivre, comment dirais-je, dans un volcan. Ce soir, le roi et la reine ont regagné leurs appartements du château de Versailles, sans présager du lendemain. Autre cité princière, Monaco, avec le Grand Prix de Monaco. C'est dimanche, c'est l'un des points forts de la saison automobile en Formule 1. Premiers essais cet après-midi, résultat Senna devant Prost. Ça devient trop habituel. Mais la lutte entre les deux hommes devient, vous allez le voir, de plus en plus âpre. Francis Marotto. Depuis le Grand Prix de Saint-Marin, une question fixe l'attention du monde de la Formule 1. Alain Prost, meilleur metteur au point à l'heure actuelle, va-t-il désormais garder secret ses réglages? Non, parce que je préfère me faire baiser, mais jusqu'à la fin de ma carrière, je resterai fidèle à ce que je me suis toujours fixé, c'est-à-dire d'être honnête dans une équipe. Je suis payé pour ça, je fais partie intégrante de cette équipe qui m'a beaucoup aidé depuis le début, depuis 84, qui a toujours tout fait pour moi. Et même si au bout du compte, je me fais avoir, c'est pas très grave. Le ton est donné, confirmé ce matin par Ron Dennis, le patron, déclarant que Senna n'avait pas respecté les instructions à Imola. Pour Alain Prost, c'est une autre forme de mise au point importante aussi. Mais j'ai surtout pas envie de passer ni pour un imbécile ni pour un mauvais perdant. S'il y a 2 choses que je suis pas, c'est bien ces 2 choses-là. Cet après-midi, en 4 tours seulement, Prost signe le meilleur temps. Mais il casse le second rapport de boîte. Dès lors, Senna réussit à nouveau le tour le plus rapide. Et c'est McLaren loin devant, encore une fois, 1,5 secondes plus vite que les poursuivants immédiats, Mansell, Boutsen et Tarquini. À noter encore le 9e temps de Philippe Alliot et le 10e temps d'Olivier Grouillard. Atlantis avec un nouveau retard pour la navette américaine. Vous savez que la semaine dernière, le tir avait déjà été reporté. La navette devait partir tout à l'heure, à 19h48 précisément. Mais la météo n'est pas très bonne et pour l'instant, c'est l'attente. Alors je vous rappelle qu'ils sont 5 astronautes à bord d'Atlantis et puis surtout qu'ils vont lancer une sonde vers Vénus. Et je vous propose de voir tout de suite où on en est avec Patrick Esther en direct à Cap Canaveral.
Eh bien, Hervé Claude, nouveau retard, effectivement, dû cette fois à la météo très mauvaise qui règne à Cap Canaveral, où de nombreux nuages couvrent non seulement le pas de tir numéro 39 de la navette Atlantis, mais aussi limitent extrêmement la visibilité de la piste d'atterrissage sur laquelle l'avion spatial devrait revenir se poser en cas d'accident survenant au décollage, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Cap Canaveral. Alors, en théorie, la navette peut encore partir dans les 22 minutes qui suivent si la météo s'améliore. Vous voyez, actuellement, le compte à rebours est bloqué à moins 5 minutes. C'est-à-dire que si les nuages se dégagent, eh bien, les 5 astronautes pourraient connaître le grand frisson. Mais vous l'avez dit, la navette doit lancer une sonde interplanétaire vers Vénus, et en cas de nouveau report de la mission aujourd'hui, la NASA aurait jusqu'au 28 mai pour effectuer ce lancement. Passé cette date, la Terre et Vénus ne seront plus alignées, et la mission Magellan, de cette sonde Magellan qui doit partir vers Vénus, ne serait plus possible avant 2 ans. Et alors là, je peux vous dire que les 4 hommes et la femme qui se trouvent à bord seraient particulièrement déçus. Voilà, j'aimerais pas être à bord de la navette en train d'attendre. Bien, il y avait un tiercé aujourd'hui, c'était à Longchamp. Voici tout de suite les résultats. L'ordre d'arrivée de ce tiercé, c'est, on va le voir, 3,15,9, 15 959 francs dans l'ordre, 2450 francs dans le désordre. Le quartet, 3,15,9 et 2, 149 721,50 dans l'ordre, 4 342,50 dans le désordre. La météo, c'est tout de suite avec Laurent Cabrol. N'oubliez pas vos rendez-vous avec l'information. Résistance, 22h45. Et la dernière édition, ce sera vers minuit avec Henri Sagnier. Demain, Télématin, comme d'habitude, 6h45. Roger Zabel, Marc Hautement, Catherine Sellac. Excellente soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.